troisième mariage, c'est formation et diversification des sources de savoir et des lieux d'apprentissage. Les lieux spécifiques et traditionnels de la formation ne sont plus les seuls à permettre de se former. C'est-à-dire la formation se fait pas seulement dans les lieux de formation, se fait ailleurs. Donc les formateurs perdent un peu leur monopole, quelque part. Alors vous avez dans la réconciliation des années 80 entre école et entreprise, toujours en France, puisque on est français là aujourd'hui, les effets formateurs des situations de travail qui sont reconnus de plus en plus, avec la rançon qu'il y a une dilution de la fonction formation au profit de la ligne hiérarchique par exemple, et au détriment parfois des services spécialisés de formation qui perdent leur monopole. Donc on intègre la formation comme élément de la gestion des ressources humaines, c'est dans la ligne de ce que je disais en introduction sur l'approche systémique. Vous avez l'alternance. Même si alternance, je me souviens des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation avec leur formule de Lausanne 1934, existe depuis très longtemps, mais c'est dans les années tout de même 80 que se développe en France l'alternance, c'est-à-dire ce double apprentissage, non seulement dans le centre, mais aussi en entreprise avec le tutorat. Donc l'alternance, on peut considérer ça comme quelque chose qui va dans le sens de la diversification des sources de savoir, dans leur complémentarité. Il faut que l'alternance soit pas juxtaposée, mais intégrée. Vous avez une formule merveilleuse, les maisons familiales disaient une alternance copulative. Sur le modèle de l'escargot, vous savez, l'escargot, comme vous les voyez, du hier, c'est l'homme et la femme en même temps. Mais ils ont tout de même besoin l'un et l'autre pour procréer. Donc, vous voyez, ils sont dans un modèle où il n'y en a pas un qui est le mâle. Alors, des fois, dans l'alternance, il y a toujours un qui est le mâle. C'est parfois l'entreprise, c'est parfois le centre. Mais... Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une alternance juxtaposée. C'est le modèle de l'escargot, c'est une femme. Et puis il y a aussi toute cette diversification des fonctions. Aujourd'hui, il n'y a pas que la formation. Autour, il y a l'information, il y a l'accueil, il y a l'orientation, l'accompagnement, le conseil, le suivi, la guidance, je passe d'ailleurs. Donc il y a des agents nouveaux de la formation. C'est symptomatique d'ailleurs que le groupement des responsables de formation a changé, ça s'appelle maintenant le groupement des acteurs de la formation. L'élargissement des aussi. Donc des médiateurs, des tiers formants, avec des systèmes de plus en plus flexibles, à la fois ouverts sur l'environnement, centrés sur l'apprenant. Donc vous êtes dans quelque chose qui oblige le formateur à scénariser, pour prendre un terme consacré, c'est-à-dire à trouver une réponse éducative adaptée en fonction des objectifs poursuivis, du public, du contexte, en collaboration avec d'autres professionnels, donc à travail en réseau. Donc là, on est aussi toujours dans ça, avec cette diversification des choses. Et puis une diversification également par rapport à tout ce qui est nouvelles techniques d'information et de communication. Donc Internet, alors des gens comme Blandin, on peut travailler là-dessus, avec quelque chose qui oblige aussi à cette scénarisation, où on est tuteur, facilitateur, animateur, médiateur. Il y a une phrase de Blandin que j'aime bien, que je cite dans le texte, je dirais: une telle posture suppose d'accepter qu'il y ait des savoirs qu'on ne maîtrise pas. Ce que l'autre construit et la manière dont il est construit. Et c'est probablement cela qui s'avère aujourd'hui le plus difficile. Donc cette idée que le formateur doit être modeste en tant qu'accompagnateur. Donc cette place croissante des sources cette diversification croissante des sources de savoir et des lieux d'apprentissage, ça conduit à privilégier l'auto-formation. D'où les travaux, par exemple, de Carré. C'est-à-dire quelque chose qui autodéveloppe les compétences et les connaissances des gens par le sujet lui-même, avec des ressources éducatives et de médiation qu'il choisit, dans lesquelles il fait son marché. Alors il est intéressant de voir, ça m'a beaucoup fait plaisir, que l'orientation dans tout ça devient tout le long de la vie quelque chose de central. Et je salue la loi du 24 novembre 2009 qui dit aujourd'hui: toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article
l'article du L101 du Code de l'éducation. Donc vous voyez que l'orientation devient quelque chose qui est à part entière, et dans quelque chose qui est le maquis dont je parlais. C'est important aussi que l'orientation soit là. Et là, ça n'est plus de l'orientation scolaire ou professionnelle, ça n'est plus de la sélection. On va devoir trouver là où tu attaches la chaîne avec une route. Ça. Les gens vont peut-être dans un truc, ils font des petites routes. Même s'il n'y avait pas d'herbe, il y en avait beaucoup qui broutaient le moment, c'est pas grave, puisque c'est quand même le renvoi sur l'individu et la responsabilité individuelle. Les gens doivent tirer leur épingle du jeu. Hein. C'est eux qui sont responsables de leur réussite et de leurs échecs. C'est un peu commode de leur renvoyer sur la responsabilité individuelle des responsabilités collectives comme l'exclusion de chômage, dont vous savez bien, puisque vous travaillez là-dedans, que c'est pas évident. Ça, c'est les limites de l'individualisation. Donc, l'orientation devient existentielle. Moi, je prends souvent l'image du bleu coréen. L'étudiant du TAM qui faisait avec des fils de soie, plein d'objets comme ça. Si vous regardez sur Internet, vous regardez Mayotte, et vous verrez, c'est tout un art. Alors, il ne faut pas casser le fil, il faut faire quelque chose comme ça. Et le nœud coréen, c'est sous le cycle du lien. Le nœud gordien, ça il faut trancher. Le nœud coréen, c'est quelque chose de subtil qu'on tisse. Et je pense que l'orientation, ça tient du nœud coréen plus que du nœud gordien. Parce que ça permet de nouer pour les gens le fil de soi, de trouver leur le soi et soi, bien sûr. Donc, j'arriverai là, dernier mariage, formation et résolution de problèmes, parce que, comme le disait un théoricien de la formation qui s'appelait Michel Favre, le savoir comme système est toujours référé en formation aux problèmes qui lui donnent sens. Le savoir comme système est toujours référé aux formations aux problèmes qui lui donnent sens. Donc c'est dans ce domaine quelque chose d'important. On s'engage en formation, mais des gens, comme Dubar l'avait déjà montré, par rapport à la promotion supérieure du travail, on s'engage par rapport à une certaine logique de parcours et une certaine logique d'utilisation, de valorisation. Il n'y a pas de besoin avec un grand V en formation. Donc dans ces domaines-là, on retrouve tout ce qui peut avoir été autour du projet. Merci Bouquinet, grand théoricien, devant les termes du projet. Projet de formation qui s'inscrit dans un projet professionnel, qui s'inscrit lui-même dans un projet de vie. Donc on est dans une logique dynamique auquel je crois beaucoup, puisque au final je faisais 2 UV sur le projet personnel et professionnel, donc je crois que je l'ai fait. Donc c'est l'AFPA aussi, avec Bernadette de Courtois, Guillaume Vallot, avait fait développer des formations aussi sur le projet. Et c'est ce projet qui va donner le ciment un peu à la formation des gens. C'est l'idée qu'on est dans quelque chose de constructif. On est dans la constructivité. Tu construis ton chemin en marchant. C'est le poème de Machado, c'est assez connu. Il n'y a pas de chemin, tu construis ton chemin en marchant. Contrairement au modèle de l'ingénieur. J'avais connu un problème avec Pierre Caspar, qui m'avait donné, il est ingénieur des mines, ingénieur de il est très marqué tout même par sa culture ingénieur, et alors il m'avait dit, il m'avait fait faire un cours, je ne voulais pas faire sur l'ingénierie parce que c'est pas mon truc. Et alors, j'avais besoin de quelqu'un, donc j'ai rendu service. J'ai commencé en disant, quand dans les Pyrénées on va faire un chemin, et qu'on ne trouve pas l'ingénieur, on prend un âne. Il paraît que le chemin de l'âne est plus performant que le chemin de l'ingénieur. C'est des pieds. Alors moi, tout de même, parce que je ne voulais pas me fâcher avec Caspar, je dis, mais ce qui est important, c'est qu'après, on voit l'ingénieur pour finir le travail. Donc, c'est pas du tout voilà. Mais bon, c'est le mariage de l'ingénieur et de l'âme. Et cette idée qu'il y en a marre de ces schémas de planification. Il faut commencer par le doux, c'est-à-dire par le faire, pas par le plan. Et dans ces choses, c'est important de donner cette place à la construction du chemin en marchant. Donc ça devient la formation un moyen d'accompagnement, de réalisation de projets personnels et professionnels, de cheminement, de recherche d'identité. C'est tout le courant aussi de la psychosociologie ancienne, des gens comme Letellier, Honoré, Armano, tout ce courant auquel je ne reviens pas, mais qui donnait une place à l'individu et sa place, statut, rôle, fonction dans la société, où il se réalise eux-mêmes en réalisant des choses. En fait, je veux dire, c'est plus ce courant-là. Alors, je dirais là-dessus, il faut parvenir à l'humanisme séculaire,
était ce premier paradigme aussi perdu que les autres de l'éducation. Je crois qu'il faut aussi donner une place importante à l'apprentissage collectif. J'insisterai jamais assez. Je crois beaucoup à l'apprentissage collectif, au développement communautaire. Et en particulier dans les pays du tiers monde, on voit combien c'est un mode de développement important. Il faut expérimenter ces modèles d'apprentissage collectif parce que c'est une clé pour l'innovation et je pense que c'est une manière aussi pour l'éducation de sortir de la crise. Donc vive le management des connaissances, cette idée de mettre les gens en réseau et les savoirs pour produire de la valeur. Je crois beaucoup à cette démarche de management des connaissances. Alors c'est un discours un peu provocateur par rapport à des pratiques éducatives traditionnelles qui privilégient la transmission des savoirs constitués, organisés extérieurement au sujet. C'est vraiment la caractéristique encore aujourd'hui de l'université avec ses disciplines. Et puis par rapport au paradigme éducatif des années 60 sur l'idée euphorique de l'expansion, croissance économique, progrès, etc. Donc développer ces initiatives, je crois que c'est moins utopique qu'on le pense. Moi je l'ai fait dans toute ma vie professionnelle en tant que formateur, puisque j'étais plus formateur que chercheur, je peux le dire. Et donc je pense qu'on peut développer ces projets. Moi je le développerai autour de choses très axées sur l'individu, comme justement faire un portefeuille de compétences. Et donc en l'année, 14 séances tous les vendredis sur l'année, parce qu'il faut donner du temps au temps pour faire un portefeuille de compétences. Et donc dans ce domaine-là, on voyait combien les gens se prenaient au jeu, puis qu'à la fin, ils produisaient quelque chose qui leur ressemblait. C'est-à-dire qu'il faut en effet produire quelque chose qui ressemble aux gens, et pas quelque chose de normal. Faire un stage de créativité où on s'est très fier de montrer que tout le monde a fait le même objet, ça ne marche pas. Hein? Dans ce domaine-là, il faut absolument que... Et là, ça marche. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont la liberté, même s'ils sont un peu surpris au départ et qu'ils cherchent des modèles de l'organisation, du contenu, etc., on voit combien ils sont tous parents et tous différents et on voit combien les gens s'en servent pour développer ce que j'appellerais une qualification sociale qui est complémentaire de la qualification professionnelle. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de développer toute cette qualification sociale parce que c'est peut-être cette voie qui permet aux individus d'être plus grands qu'eux-mêmes. Ça, je pense que c'est un peu ce qu'on cherche au travers notamment de la reconnaissance et de la validation des acquis. Et puis, pour finir, parce que j'ai encore 2 minutes par rapport au temps, je dirais qu'il y a un mariage dont je n'ai pas parlé, parce que je pense que ce n'est pas entièrement le sujet d'aujourd'hui, mais qui est très important et qui n'est toujours pas réglé en France, c'est tout le mariage entre formation initiale et formation continue. Ça, la formation des adultes, formation initiale, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est les préparatifs du mariage, encore aujourd'hui. J'espère qu'un jour, ils vont passer le Pax, parce qu'il y a toujours des progrès, pour passer enfin un mariage en bonne et due forme, parce que je pense que chacun y trouverait son compte dans un enrichissement mutuel, comme le disait Valérie. Enrichissons-nous